À 8 ans, la princesse Irène n'avait jamais vu le ciel étoilé. Sitôt la nuit tombée, le roi son père l'enfermait dans la tour du château sans qu'elle n'ait mot à dire. Aventurière de nature, elle décida, une nuit, de s'enfuir par les souterrains à l'aide de sa nourrice. Sitôt avait-elle franchi l'enceinte du château qu'elle fut attaquée par de petits êtres hideux, ceux-là même qui avaient été bannis par la famille royale plusieurs siècles auparavant. Ces êtres avaient juré vengeance sur toute la descendance du roi et arpentaient la nuit toute la comté. En s'associant à un jeune mineur du nom de Curdie, Irène parvint à retrouver son chemin dans les souterrains et à déjouer les hordes des mesquins personnages, ainsi regagnant le palais. Car sans le savoir, il venait de s'attirer les foudres de l'armée des gobelins. Bonjour et bienvenue à cette pleine lune du mois de mars. Pleine lune de mars. Comment ça va, Sabrina? Ça va à merveille. De mon côté, la semaine de relâche bat son plein. Et qui dit semaine de relâche dit beaucoup de gens qui viennent jouer au Cabinet Mystérieux, jeu Oui. d'évasion. Alors, c'est une grosse semaine, mais je suis vraiment contente de pouvoir prendre ce beau moment dans ma plage horaire pour enregistrer Quand, cet épisode. C'est comme mon moment, quasiment mon me time du mois créatif, là, je te dirais, de notre podcast. Fait que c'est le fun. et quand tu dis qu'il y a plein de monde qui viennent dans les jeux du cabinet, est-ce qu'il y en a qui foutent le bordel? Est-ce qu'il y en a qui mettent la pagaille? Est-ce qu'il y a des petits Moses qui brisent des choses sans ton consentement, là? Ah, ça arrive, c'est sûr. Puis là, c'est la semaine de relâche, fait qu'on a beaucoup de familles qui viennent jouer. Ce qui fait qu'on a toutes sortes de gens, on a beaucoup de familles, mais on a des jeunes enfants un peu plus aussi que d'habitude. Alors, tout peut arriver, mais c'est pas grave parce que des fois, il y a des enfants vraiment gentils avec qui on a beaucoup de fun. Puis des fois, on a des petits tannants que je pourrais quasiment qualifier de gobelins. Et c'est là qu'on s'en va. Et je fais du pouce vers le sujet du jour parce qu'on va parler des gobelins aujourd'hui, Simon. Yay! T'as pris ma perche. Yes, yes, yes. Génial. Ben oui, on parle des gobelins. On a orbité autour des gobelins avec les fées, avec les trolls, mais on n'est jamais vraiment allé directement dans le sujet de ces petits... Ah, avec les farfadets aussi, on avait parlé des farfadets et des lutins, mais de ces petits êtres malicieux qui viennent foutre le bordel. Qu'est-ce que c'est pour toi un gobelin, Sabrina? Pour moi, le gobelin, c'est le petit mignon par excellence, l'ennemi de débutants à Donjon Dragon. C'est le petit personnage tannant qu'on apprécie autant qu'on déteste. C'est plein de bons feelings pour moi parce que c'est un monstre auquel je suis extrêmement attachée. Je pense que le côté petit et peut-être plus faible, entre guillemets, que les autres monstres, le rend attachant, le rend tannant un peu. Je sais pas comment. Je pense que c'est ça la vibe qui émane de ce monstre-là pour moi, puis je l'aime beaucoup. C'est un des premiers monstres avec lesquels j'ai été en contact aussi en faisant des jeux de rôle. Fait que c'est comme un classique, un emblème underdog un petit peu, là. Ben, je suis un peu d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et pour moi, le gobelin, ben, premièrement, les gobelins, c'était les premières petites figurines maintenant, elles sont toutes en plastique ou en PVC, là, mais avant, il y avait des petites figurines en étain. Et c'est les premières petites figurines que j'avais achetées, que j'avais peint à l'époque. Je me rappelle, c'était l'armée des Night Goblins à Warhammer Fantasy qu'on avait collectionné. Pourquoi c'est ceux-là? Parce qu'ils étaient particulièrement ben, premièrement, il était assez facile à peindre parce qu'il était tout en noir et en vert, mais aussi parce qu'il représentait vraiment une espèce de justification à n'importe qui voulait être un fouteur de trouble dans sa vie. C'était comme l'avatar du fauteur de trouble
un peu niaiseux, un peu déraisonnable, qui fait des choses parce que ça va être cool et non pas parce que ça donne un avantage. Emblématique de ça, justement, dans les petites figurines qu'on avait, il y avait le fameux Doom Diver qui était accroché à un gigantesque slingshot et qui allait se catapulter lui-même avec ses mauvaises ailes de chauve-souris jusque dans l'armée ennemie parce qu'il n'était pas C'est un capable de bon monstre de mauvaise décision, le gobelin. je trouve que c'est pas juste un monstre de mauvaise décision, je trouve que c'est comme le l'avatar de la mauvaise décision. À chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose qui est hey, ça, c'est vraiment une mauvaise idée, ça me semble être une idée goblinesque. J'aime ça. On devrait utiliser ce terme-là, je pense. Goblinesque? Ouais, une Hein, idée de gobelin. oui, puis je pense que ça s'applique à pas mal plus de choses qu'on pense dans la vie, d'avoir des idées de gobelins. À chaque fois que tu vois quelqu'un faire un t'es pas game impossible de non, fais pas ça, c'est juste cave. C'est vraiment une C'est idée aussi goblinesque. un terme que j'entends souvent pour décrire l'état de certains de mes amis quand ils sont en mode malcommode. C'est bon, check-toi, là, t'es en mode gobelin. On dit ça souvent dans mon cercle d'amis. Fait que Quand les t'es en go- mode gobelin, là, c'est je prépare un petit mauvais coup, là. C'est le fun. ben, c'est ça, le mode gobelin, les gobelins sont jamais vraiment loin. Ils sont comme les joueurs de tour par excellence. Mhm. Et comme ils sont jamais vraiment loin, ben, je pense on peut plus facilement remonter peut-être jusqu'à leurs origines. Les origines des gobelins. Oui. Je suis quand même étonnée qu'on n'ait pas couvert ce monstre-là plus tôt. Mais, écoute, on s'est fait un peu la main, puis maintenant, on est plus près que jamais. Alors, j'ai regardé un petit peu l'origine du mot gobelin. Tu sais, gobelin, ça sonne gobelin, ça sonne comme gobelet, ça sonne Ouais, ça comme sonne. diablotin. C'est quoi que ça veut dire, tout ça? J'ai trouvé un dérivé, en fait, du bas latin. Ça, je ne savais pas qu'il y avait Oui, il y a le haut latin et le il y bas a du latin. haut latin puis du bas latin, oui, hein? Oui, madame. Parfait. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant mes recherches. J'ai souvent des appellations des termes latins, mais pas nécessairement de précision sur quel type de latin. Alors voilà, je m'en sors grandi. Donc, du bas latin goblinus, qui est dérivé en soi de gobalus, qui veut dire génie domestique. Donc, on Ah! emprunte encore une fois des mots au grec ancien. Au grec ou au Koba- latin? c'est emprunté, en fait, ce serait un dérivé de Gobalus, mais qui serait par la suite, qui aurait été emprunté du Ah, grec ancien, OK. Kobalos, qui veut dire lutin ou génie malfaisant. Donc, génie domestique, génie malfaisant, on voit un peu les deux côtés là, du personnage qui se dessine déjà. Oui, Euh, oui, 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 oui. Fait que ça serait vraiment un amalgame d'origine en termes de mots. Et puis, il y aurait aussi, ce serait apparenté à Koboldo, qui viendrait de kobold, Ah qui oui! serait un peu du côté de l'Allemagne un peu plus. Oui, parce qu'en Allemagne, le mot gobelin, c'est surtout kobold. Yes. Et c'est presque exactement la même créature. Oui, ça a été différencié à travers les livres, justement, et l'univers de Donjons Dragons comme étant deux créatures distinctes, Mhm. mais dans les légendes, souvent ça s'entrecoupe et c'est la même bébite d'une certaine façon. Euh, Mhm. j'ai voyagé un peu pour voir en France, en Angleterre, en Allemagne, les appellations nordiques aussi, c'est quoi les personnalités qui ressortent pour le gobelin. Oui, oui, Donc oui, oui. en France, on parle vraiment, on est proche des lutins, même des korrigans. Euh, C'est oui. des personnages qui sont là pour jouer des tours, qui sont parfois malveillants, mais parfois juste des farceurs sans autre but de foutre le bordel dans la vie des humains. En Angleterre, on parle vraiment d'esprit domestique, donc plus Associé à la comparable à, maison, c'est associé à la... ça, comme les gobelins de maison. Oui. Ce qu'on peut voir aussi dans d'autres créatures féeriques que du monde des petits êtres. Donc, on parle de ceux qui aident les humains dans leurs tâches domestiques. En Allemagne, c'est ça, on associe vraiment les kobolds plus que les gobelins en tant que tels. Puis, on parle d'esprit de maison, mais parfois aussi juste de créatures de mine. Oui! Je pense Donc, que j'ai même vu le lien que kobold serait associé au cobalt, comme ah, ça ferait du un sens. matériau qui est miné. Et donc, c'est de là que leur nom serait associé à ça, Ça vraiment fait associé aux mines.
beaucoup de sens. Et dans les régions nordiques, ce serait plus apparenté aux trolls puis aux nains. Mhm. Donc, on parle vraiment de mythes, de cavernes, encore une fois, souterrains. Donc, c'est une créature qui est soit d'intérieur de maison, soit de souterrain, n'aime pas trop la lumière. Ça Oui, se c'est ça. promène Puis plus de nuit. s'oppose un peu aux fées dans ce point de vue-là, qui, elles, sont vraiment la nature, la forêt, mais aussi les tertres, tu sais, aussi le monde souterrain. Euh, Si je peux donner des petits compléments de ce que j'ai trouvé, tu as déjà nommé la majorité. Moi, je vois que le terme gobelin tel qu'on l'utilise aujourd'hui apparaît surtout autour du 14e siècle. C'est un terme anglo-normand, probablement d'origine celte aussi, puisque tu as mentionné le Corrigan. Corrigan, c'est la version celtique et donc bretonne et irlandaise de ça qui, lui, est toujours associé aux vieux monuments de pierre comme Stonehenge et qui ont tendance à chasser des trésors. Ou à perdre les humains dans la forêt, c'est leur jazz. Euh, il y a aussi, vers le nord de l'Angleterre et l'Écosse, il y a une version purement maléfique du gobelin qui est le bonnet rouge, le Red Cap. Oui, qui avait l'habitude de tremper son bonnet dans le sang de ses ennemis. Mhm. Quand même, qui est parfois une sorte de fée à lui seul aussi. Oui, il est considéré comme sa propre espèce de créature. Ces blagues, c'est encore des blagues, mais c'est toujours des conséquences sanglantes, voire funestes. Tandis qu'à l'inverse, ça je ne savais pas, je l'ai appris pendant la recherche, on trouve l'hobgoblin, qui lui est littéralement le gobelin hob pour home, pour maison, c'est le gobelin de la maison, qui est généralement considéré comme bénéfique. Et on considère que plusieurs créatures, comme vues avec des pouvoirs un peu féeriques, comme par exemple Puck dans Songe de nuit d'été de Shakespeare, est considéré comme un hobgoblin. C'est un gentil gobelin, un gobelin familier. Oui, mais, en tout cas, ça recoupe beaucoup ce que j'ai trouvé en termes de comportement et rôle. C'est souvent soit des farceurs, des artisans qui aident, qui sont forgerons souvent, qui vont avoir des Mhm. capacités de créer des objets magiques même. Puis parfois, c'est seulement des gardiens de trésors un peu avaricieux. Donc, c'est assez varié les emplois possibles des gobelins. Puis il y a beaucoup de sortes de gobelins. Je suis vraiment contente, en fait. Dans ma recherche, je m'attendais à ce que ce soit plus simple que ça. Et quand même, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de types, puis il y a beaucoup de types à travers le monde aussi. Toi, tu en as trouvé un en Corée, je pense. J'en ai trouvé un en Corée, mais je vais tout d'abord parler de l'esthétique du gobelin qu'on connaît, Allons-y, donc allons-y. occidental, si je peux dire. Ben, je mets des gros guillemets ici, là, parce que c'est assez vague, c'est assez vaste, en fait. Mm. Donc, le gobelin, généralement, on parle d'un être qui ferait pas plus de 1 mètre et un peu moins en termes de hauteur. Donc, vraiment un être qui est petit, trapu, avec les doigts crochus, le nez aussi très proéminent, les oreilles pointues, très souvent avec une peau de teint de verdâtre, verte carrément dans certaines versions, parfois jaune, et qui posséderait parfois des yeux luminescents, donc vu que c'est une créature nocturne, et bien sûr des bonnes vieilles dents pointues, acérées. Question qu'on soit conscient qu'ils sont très omnivores et opportunistes, je pense, en termes d'alimentation. Je m'avancerai pas dans l'alimentation des gobelins parce que ça, l'histoire n'en parle pas forcément, mais peut-être, si vous avez de quoi là-dessus, vous me pitcherez vos ouvrages. Mais j'ai été intéressée à voir ailleurs dans le monde, souvent, c'est quoi les versions qui existent. Et Mhm. celle qui a capté le plus mon attention, parce que je ne la connaissais pas du tout, c'est les Dokabi. Je ne sais pas si c'est Dokabi, Dokabé, je ne sais pas comment ça se prononce. Dokaebi, Mhm. peut-être aussi. On parle de gobelins, donc d'équivalent gobelins coréens qui, eux, ont une peau rouge ou bleue. Donc, on est un peu ailleurs dans l'esthétique, qui sont généralement des esprits qui sont liés aux objets abandonnés. Oui, comme les yokai au Un peu Japon. comme les yokai, en Oui. fait, pas précisément les yokai, mais les obake, qui sont des objets qui ont, par exemple, 1000 ans ou 100 ans ou 1000 ans. Oui, Là, oui, qui ont été oubliés, puis je me qui... rappelle plus du nombre d'années que ça te prend pour devenir un obake, mais ça peut être un vieux parapluie abandonné pendant très longtemps, deviendrait un esprit incarné par cet objet-là. Fait qu'il y a Mhm. comme un peu ça qui revient. Contrairement aux fantômes classiques aussi, on parle pas de
d'âmes euh, d'âmes en peine ou quoi que ce soit. On parle vraiment d'êtres magiques, là. Donc, Hmm. ils sont parfois bienveillants, parfois farceurs, mais parfois hyper dangereux selon leur humeur. Alors, c'est assez imprévisible. Puis, j'avais trouvé ça le fun parce que c'est souvent, ils vont porter un pagne puis un gourdin magique qui est comme un gourdin, un peu comme une lampe magique qui peut exaucer les souhaits des humains. Ah! Mm. Puis il y a certaines versions aussi qui ont juste un œil ou juste une jambe. Puis voilà. C'est Ah! assez intéressant. Sinon, on s'entrecoupe quand même en termes de personnalité, beaucoup de joueurs de farce très avaricieux, parfois paresseux, donc moins travaillants que les gobelins, leurs cousins occidentaux peut-être, dans certaines versions. Ils vont récompenser souvent les bonnes personnes avec des richesses ou des objets magiques, puis ils vont punir les méchants. Fait que ça, je pas ça dans le côté de justice là, des, des Dokkaebi. Puis il y a toutes sortes de types, là, donc sages et protecteurs qui guident les humains, des fois sauvages et dangereux qui terrorisent les gens la nuit. Puis apparemment que les Dokkaebi féminins sont très rares, puis seraient souvent séduisants et mystérieux, tandis que leurs penchants masculins auraient tendance à être un peu plus repoussants. Puis on les voit représentés aussi dans la culture, dans les ouvrages. On va y revenir pour les gobelins traditionnels, mais pour les gobelins coréens, si je peux dire ça, donc les Dokkaebi, il y en a beaucoup qui sont illustrés dans les key-dramas, les jeux Ah vidéo oui! aussi. Puis dans certains logos et mascottes aussi là, des entreprises coréennes, il est représenté. Voilà. Tu me fais penser, j'ai pas cherché, mais il n'y a pas une série, un K-drama qui s'appelle Gobelin, qui a Oui, été tourné en exact. partie à Québec. Oui, exact. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, il y a c'est-tu dans celui-là qu'il y a une porte dans le Petit Champlain Exact. Exact. Donc, si vous passez par le Petit Champlain, que vous allez au théâtre Le Petit Champlain, il y a à côté du théâtre, là, vraiment aggloméré à l'édifice, si ma mémoire est bonne, une porte rouge qui a servi de décor pour cette série-là, qui est une série de 2016 qui s'appelle Goblin, donc Dokabe. Puis c'est une série où le héros est un Dokabe qui est immortel puis qui protège, là. Donc c'est vraiment ça. Puis il y a plein de gens, là. Si vous voyez vous allez savoir qu'il y a des Coréens dans le quartier parce qu'ils vont tous se prendre en photo devant cette porte-là parce que c'est comme un lieu mythique de tournage. Oui, Fait que pour cette c'est série-là qui était hyper populaire. c'est vrai, tout à C'est fait. c'est vraiment intéressant que ça ait eu cet impact-là Mhm. à travers le monde, littéralement, d'un bord et de l'autre de la planète. Euh, j'ai d'autres formes de gobelins de partout à travers le monde. Entre autres, tu as parlé tantôt d'exaucer des souhaits. Ouais. Dans bien des cas, les djinns remplissent une fonction un peu similaire aux gobelins. Je suis pas surpris que tu me parles des jeans parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça vu qu'on a fait un épisode où on en parlait. Je Oui, trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes là. Ouais. les djinns, les génies, et spécialement les ifrits. Ifrit, c'est la version malsaine des génies, des djinns, et c'est généralement ceux-là qui, dans les histoires, se retrouvent emprisonnés à quelque part et on doit les libérer, mais ça, c'est les génies qui ne remplissent pas leurs souhaits comme du monde. C'est ceux qui vous narguent, vous truquent après, puis qui ne respectent pas leurs engagements. Puis la seule manière d'avoir un souhait vraiment d'un ifrit, c'est d'être capable de le piéger à son propre jeu. Donc, il y a quelque chose de plus goblinesque, si on veut réutiliser le terme, dans le cas de l'ifrit. Euh, il y en a, écoute, il y a des gobelins en Amérique du Nord, bien avant la colonisation, dans ce qui est maintenant le Delaware puis le Massachusetts, la tribu des Wampanoag avait une créature qui s'appelait le Pokuji. Le Pokuji, qui est librement traduit par le petit homme des forêts, il mesure entre 60 et 90 cm. Il ressemble à un petit homme hirsute, mais avec des pics de porc-épic dans le dos. Et jadis, ça aurait été un allié des humains, mais depuis, il y aurait eu des problèmes. Puis là, il dit non, les humains, j'aime pas ça. Puis maintenant, dès qu'il peut, il pousse quelqu'un d'en bas d'une falaise, en haut d'une falaise. Donc, il n'est Juste de pas. même, là, quand même, Oh c'est quelque oui, chose. il a une dent. Il aime pas les humains, hein, de façon générale. Euh, Au nord de l'Espagne, nord du Portugal aussi, dans le pays basque, tu as un esprit malicieux qui s'appelle le trasgu.
Le trasgu, c'est celui qui bouge les objets dans la maison sans qu'on s'en rende compte, qui va faire perdre vos clés, perdre vos pantalons, faire disparaître vos bas. Mais Il est très présent dans la vie des TDAH, cet esprit-là. Je peux en témoigner. oh mon Dieu, mais justement, la particularité du trasgu, c'est les rend unique, c'est que il aime ça bouger des objets, et s'il n'y a personne qui fait le ménage, il va faire le ménage parce qu'il aime juste ça, bouger des objets. Euh, Dans les Andes, surtout au Pérou, on retrouve le Muki. Le Muki, c'est un être qui vit sous la terre, qui a tendance à se faire déranger par les mines dans les Andes. Et lorsqu'il se fait déranger, sa vengeance la plus souvent, c'est d'aller kidnapper les enfants des mineurs. Ils vont trouver les enfants, puis ils vont les kidnapper, puis les ramener dans les mines pour que les mineurs arrêtent de creuser. Les enfants non baptisés deviendront les nouveaux Mookies. Donc, c'est comme ça que le Mookie, il y a des nouveaux Mookies qui viennent au monde. C'est une créature qui a fait eu une espèce de résurgence à cause qu'on a de plus en plus parlé des opérations minières au Pérou, en Argentine, tout au long des Andes. Puis il y avait des histoires de Mookies qui sont revenus dans l'actualité. Il y a aussi le Kuttichattan. Le Kuttichattan au sud de l'Inde, dans la culture Kerala, qui est juste, ça prend la forme d'un adolescent, d'un jeune homme qui va commencer à jouer des tours qui sont assez dangereux, mais jamais mortels. Pourrait mettre le feu à vos vêtements, pourrait mettre des roses, des liesses, des tiges de roses avec des piquants dans votre lit, toutes des affaires de même. Et le seul moyen de se débarrasser de cette créature-là, c'est de lui donner de la nourriture. Sinon, il va étendre ses tours à toute votre famille. Et le dernier gobelin dont je veux en parler surtout parce qu'il va me permettre, dans la section culture, de faire une merveilleuse connexion avec le film Labyrinthe de Jim Henson. Euh, c'est le Erl Konig, le roi des kobolds. Le roi des kobolds qui est incarné par David Bowie dans Labyrinthe, euh, qui a cette caractéristique légendaire d'attirer les enfants pour les dévorer ou les transformer en nouveaux kobolds. Et il y a certaines versions où le roi des kobolds, tu sais la légende avec l'homme qui joue de la flûte pour charmer les rats, puis qui à la fin Oui, charme qui les noie enfants. les rats, il sauve la ville. Puis après, les gens sont pas reconnaissants, puis ils l'envoient promener, je pense. Puis là, il se dit, parfait, mais on va faire la même chose, mais avec vos enfants. C'est quand même tragique comme histoire. C'est dans les versions allemandes de cette histoire-là, c'est le roi des kobolds. C'est lui qui fait ça. Et donc, ça, c'est bizarre parce que pour les Allemands, les kobolds sont pas malicieux, sont assez sympathiques. Mais le roi des kobolds, lui c'est un enfoiré. Là. Lui, Est-ce, il est pas gentil. est-ce que je peux me permettre une anecdote de tournage sur Labyrinthe? Ah oui, vas-y. En fait, David Bowie n'avait pas des skills de jonglerie Ouais, contact, puisqu'il passe son temps à jouer avec une espèce de boule de cristal. de cristal qui est en fait une boule de jonglerie contact. Et à chaque fois qu'on le voit jouer avec ça, il y a quelqu'un caché en arrière qui fait les manœuvres Avec de ses la mains. boule de jonglerie. Donc, soit caché devant lui ou derrière lui. Puis ça a été vraiment un casse-tête incroyable pour les plans de caméra Ah mon afin que Dieu. ça paraisse pas que c'est pas ses mains qui font les manœuvres de jonglerie. Voilà. Fait que bravo à ce Wow! jongleur qui a été dans l'ombre de ce rôle-là et qui a quand même ajouté beaucoup de côté wow, je trouve, au personnage, pas mal plus que son rembourrage, si je peux dire ça comme ça. Qui est malheureusement Mais il est inoubliable et iconique aussi, mais c'est comme un peu weird dans un film pour enfants. On va se le dire. check bien ça, ils ont fait ça pour pas que personne remarque le jongleur. Parce que moi, C'était juste une diversion. Les j'ai gens vont jamais juste remarqué parler le du paquet jongleur à en David 30 ans. Bowie. C'est excellent. Ça me fait vraiment Alors, rire. euh, tous ces différents types de gobelins-là m'amènent justement, puis tu m'as un peu précédé sur le sujet parce que une des choses qui est largement associée aux gobelins, aux esprits frappeurs, aux esprits de la maison en général, c'est le fait de perdre des choses. Oui. Euh,
et le fait que des objets disparaissent dans la maison ou bougent sans explication. Et ça, ben, ça va nous amener dans la section science. Moi, je suis vraiment intriguée que tu aies trouvé quelque chose parce que tu m'as juste dit, ouais, j'ai trouvé quelque chose de scientifique sur le fait de perdre des objets. Et là, j'ai fait, pardon, qu'est-ce que ça va être? Je suis tout oui, Simon. Ben, t'as déjà abordé mon premier point. Parce que le premier point, je l'ai appelé le TDA de la chose. Parce que, effectivement, pas faire attention où on met des objets et oublier où on a mis les objets, c'est clairement un des facteurs les plus emblématiques des gobelins ou des objets qui changent de place. On a juste oublié où on les a mis. Mais pas juste ça, il y a un symptôme particulier qui s'appelle le symptôme du lait dans l'armoire. Euh, c'est exactement ce que le nom dit. C'est par réflexe, sans y porter attention, et ça, c'est pas une question de TDA, tout le monde fait ça au moins une fois dans sa vie. Euh, on va prendre un objet et on va faire avec cet objet, sans s'en rendre compte, sans prendre de décision conscience, on va faire un mouvement automatique, on va le placer dans une armoire. Mais quelquefois, l'objet ne va pas là. Et ça, c'est la raison pourquoi on va se retrouver avec des bas dans la boîte à pain, pourquoi on va se retrouver avec la nourriture de chat versée dans la poubelle au lieu dans le plat du chat. On n'a pas pensé, on pensait à autre chose et notre mécanique a juste fait en sorte qu'on a mis ces choses-là dans une place qui ne leur revenait pas. Et ensuite, ça devient dur de les retrouver. Et quand on les retrouve, des fois, c'est sidérant. C'est comme comment ça s'est ramassé là, cette histoire-là. Mais c'était nous. C'était nous Tout ce temps. qui avons séparé nos différents systèmes cognitifs. Et le système d'exécution et le système de cognition étaient juste sur deux tâches complètement différentes et personne qui était capable de checker l'autre. C'est impressionnant, ça, parce que moi, ça m'arrive quand même relativement souvent. Puis, je retrouve, je mets des choses à des places qui n'ont pas de bon sens, là, genre un téléphone dans le frigidaire, ça m'est jamais arrivé, là, mais mettons, C'est de un le exemple mettre qui existe. sur le dessus de quelque chose que j'ai jamais mis rien là de toute ma vie. Puis là, je l'oublie, puis je le perds, puis je le cherche vraiment longtemps. C'est quand même assez aberrant comme situation. Fait que, en tout cas, Il y j'ai beaucoup a de compassion pour toutes les TDAH ou neurodivergents ou personnes qui sont têtes en l'air qui nous écoutent. Eh bien, il y a une chercheuse du Nevada, Anne Dennis, qui avait elle-même un cas sévère de TDA et qui avait décidé de placer des petits tags GPS sur les objets qui étaient extrêmement pratiques pour elle, comme ses clés, le portefeuille, la sacoche, tout. C'est une excellente idée, vraiment. Mais est arrivé ce qui devait arriver, le moment où elle a perdu tous ces objets-là en même temps, elle a également perdu son téléphone. Et donc, elle ne pouvait pas retrouver elle ne pouvait pas retrouver ses objets qu'elle avait marqués avec des tags. Et elle a décrit à ce moment-là, et c'est de elle que j'ai l'étude, elle a décrit à ce moment-là, ça, dans ma tête, ça a vraiment, vraiment eu, ça donnait vraiment l'impression que quelqu'un me jouait consciemment un tour. C'était clair ça ne pouvait pas juste être un hasard que j'ai tout perdu au même moment. Il fallait que quelqu'un, une intelligence soit derrière ça. Et on peut voir à partir de là comment on arrive à l'idée des gobelins. C'est Euh, fou, pareil. c'est fou, mais c'est vrai. Par contre, ce n'est pas la seule explication. Il y a d'autres choses. Euh, il y a un magicien et un sceptique du nom de Milburn Christopher qui, dans les années 50, voulait simuler un poltergeist. Et vous savez qu'est-ce que c'est un poltergeist? On en a parlé dans l'épisode sur les fantômes. C'est un esprit frappeur, quelque chose, une entité qui fait bouger des objets, quelquefois des meubles entiers dans une maison. Et on les voit bouger et on ne comprend pas pourquoi ça bouge. Et ce magicien-là, cet illusionniste-là, qui s'appelle Milburn Christopher, il a découvert qu'en ouvrant certaines fenêtres et surtout en utilisant l'angle de la cheminée, c'était possible qu'il y ait une bourrasque de vent assez forte pour décrocher des miroirs, faire basculer des chaises, même faire des tapis qui se soulèvent.
Des choses assez spectaculaires. Avec le bon angle et le courant d'air approprié, c'était absolument possible de causer des mouvements comme ça. Donc, Wow. une chaise qui bascule dans votre maison sans aucune idée, puis vous allez voir, puis il n'y a rien. Ça peut être le vent a changé d'angle pendant quelques secondes et ça a causé ça. Il y a également, ce même illusionniste-là a également prouvé qu'il existait certains objets pouvaient être magnétisés sans qu'on le sache. Surtout les ustensiles de cuisine à l'époque étaient beaucoup plus magnétiques qu'aujourd'hui et beaucoup d'objets, puis les fils électriques étaient beaucoup moins isolés qu'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup d'objets, par exemple un grille-pain, pouvait prendre une charge magnétique pendant la journée et ça allait faire que pendant la nuit où vous laissez quelque chose à la table et graduellement, il va se faire attirer par la chose magnétique et va tomber en plein milieu de la nuit. Donc, ça, c'est une autre source de possibilités de mouvement. Il y a aussi ce qu'on appelle la physique brownienne, le mouvement de Brown, qui dit tout simplement, qui est un principe physique qui dit tout simplement que tout, toute particule, atome, électron, toutes les particules atomiques et subatomiques dans dans un médium, qui peut être souvent un gaz, un liquide, mais aussi juste dans la matière inerte, euh, est en mouvement. Donc, même votre pile de linge que vous avez laissé traîner trop longtemps, qui va devenir un DoKB sans que vous allez le savoir, dans un coin de votre chambre, il y a un mouvement à l'échelle moléculaire, à l'échelle atomique, là. Et à un certain moment, c'est très possible que la cascade de mouvement soit suffisante pour faire tomber votre pile. Euh, Juste parce que l'angle a changé, juste minimalement, mais à cette heure, elle est plus en équilibre et elle bascule. Ça peut vous faire faire un sapresso. Et la dernière chose que j'ai, c'est ce qu'on appelle, et là, je ne veux pas mélanger les termes, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la chute d'eau. C'est qu'on peut voir les choses bouger même lorsqu'elles ne bougent pas. S'il y a une petite variation dans la luminosité, surtout dans la pénombre, lorsque, par exemple, une voiture passe dans la rue, vous pouvez avoir l'impression que les chaises, les meubles et même les cadres sur votre mur se déplacent. Euh, Ça, c'est purement un effet d'optique, il n'y a rien qui bouge, mais vous pouvez causer, je vais mettre dans le lien de la vidéo, je vais mettre un petit site où vous allez pouvoir tester cet effet-là, cette illusion d'optique-là sur vos yeux, vos propres yeux. Et vous savez, ça va vous donner l'impression que quelque chose bouge. Et ça m'amène à au clou du spectacle, la question que tout le monde se pose, et sans doute la chose qui est le plus souvent associée aux gobelins, aux farfadets et aux autres esprits de la maison. Qu'est-ce qui arrive avec mes bas dans la sécheuse? C'est vrai ça. Hey, moi, je tiens à faire une confidence pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Je porte des bas pas pareils parce que j'ai abandonné. J'ai abandonné la recherche de l'autre bas et j'ai pas le temps de refaire mes paires de bas à chaque lavage. Alors, j'ai assumé. Puis moi, je porte des bas funky dans la vie. J'ai assumé de passer ma journée avec un bas avec des tacos d'un bar, puis des licornes de l'autre bar, puis c'est ça ma journée. Avec des enfants aussi, fait qu'ils trouvent ça bien cool, mais j'ai vraiment pas de l'air d'une personne qui prend ses responsabilités puis qui est crédible si j'étais à une réunion d'affaires habillée en soude, mettons, avec mes bas, pas pareil, funky. Mais bon, pas grave. Alors, j'ai ici sous les yeux le site hautement scientifique de Lake Appliance Repair, qui est une compagnie qui répare des laveuses et des sécheuses. Et ils appellent ça le Missing Sock Syndrome. Ah, Et wow. pourquoi est-ce que les bas disparaissent dans la sécheuse? Alors, première, il y a quatre étapes. Et la première étape est la plus simple. Simplement, on n'a pas mis les deux bas dans la sécheuse en même temps. On en a perdu un des deux en chemin où il s'est juste jamais rendu. C'est la cause la Ça plus tombe au fréquente. sol des fois aussi quand t'as Ça, des grosses piles dans les bras, là. ça tombe au sol, puis on le botte dans un coin et on l'oublie dans ce coin-là. Et ça, c'est la raison la plus fréquente de la disparition des bas. Mais, bien sûr,
Dans la sécheuse, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent et qui peuvent littéralement faire que votre sécheuse mange vos bas. Entre autres, l'électricité statique va faire en sorte que les bas et les autres morceaux de linge vont graduellement développer des charges statiques qui vont peut-être être opposées. On met souvent du matériau pour empêcher que la statique s'accumule, mais il peut quand même y avoir de la statique et ça peut, des fois, les objets peuvent se repousser et il va être attiré par une charge statique contraire, une charge électrique contraire, ce qui est souvent la paroi métallique qui tourne de la sécheuse, du sèche-linge. Et il s'avère que lorsque ça tourne, et spécialement si c'est une machine qui a un certain âge, ça ne tourne pas égal. Et il y a des interstices qui se causent. Et donc, oui, votre bas peut disparaître dans les interstices causés par le pivot de la machine. Ce sont les objets, parce qu'ils sont petits et minces, c'est parfait pour disparaître dans ce type de place-là. Il y a une photo totalement évocatrice qui a été prise par le journal Today où quelqu'un qui réparait une sécheuse a découvert plus de 47 bas accumulés dans une même sécheuse. Ben voyons donc. Et il paraît que en moyenne, les gens perdent 12 bas par année dans certains types de sécheuses, de sèche-linge. Euh, on l'oublie quelquefois, mais la laveuse est aussi. Le lave-linge est aussi une coupable dans cette histoire-là parce que le lave-linge qui a tendance à tourner de façon avec liquide, donc avec un médium qui permet la perte des bas, et a tendance, et qui doit vider ce liquide à un certain moment donné, a tendance à emporter certains tissus minces avec elle. Et bien sûr, on ne s'en rendra pas compte lorsqu'on va faire la transition d'une machine à l'autre. Et il y a aussi beaucoup de bas qui disparaissent dans la sécheuse. Euh, et la dernière théorie, la dernière partie de où on perd nos bas, euh, c'est si on a un animal à la maison, vous pouvez être sûr, surtout si c'est un chat, qu'il y a, si vous l'avez laissé traîner, un de vos bas à quelque part. Alors, le fameux gobelin qui est votre chat ou votre chien s'en est emparé et l'a mis à quelque part dans un raccoin pour jouer avec. C'est vrai que j'ai connu des chats moins, mais des chiens qui partaient avec les bas de leur maître et qui allaient les mettre dans leur lit parce que, je sais pas, l'odeur des pieds, ça a peut-être quelque chose de rassurant pour Mais eux. je pense que c'est surtout le bon format pour un jouet. Je pense que c'est le bon Peut-être. format et la bonne texture. Ça dépend des animaux en même temps, ils sont tellement différents. Ah, ça doit être quelque chose qui fait partie de la culture. Ouh, oui, la culture! La culture! Oui, j'allais forcer un peu. C'est pas grave, hein? On peut pas être parfait dans toutes nos segways. Euh, dans la culture, il y Oui, a tellement de représentations de gobelins un peu partout. C'est assez énorme. énormément. En termes d'ouvrage, le plus vieux que j'ai trouvé, c'est 1862. C'est un 1862. poème victorien qui a été écrit par Christina Rossetti, qui s'appelle Ah. The Goblin Market. Ah. C'est un poème qui parle de gobelins qui vendent des fruits ensorcelés à des jeunes filles. Puis c'est une métaphore classique là, de ne pas succomber à la tentation. Ben, je comprends. Moi, j'étais pas mal fier de mon The Princess and the Goblin par George MacDonald en Oui, 1872, mais tu me bats de 10 ans. Qui est l'inspiration directe pour les gobelins de Tolkien. Tolkien lui-même a dit qu'il s'en était inspiré pour créer ses propres gobelins dans toute l'œuvre de la Terre du Milieu. C'est c'est l'histoire dont on a parlé en première partie, dans l'intro, je devrais dire. Et c'est l'histoire d'une princesse qui va s'enfuir et découvrir un royaume souterrain où il y a des gobelins. Et ces gobelins-là ont la particularité d'avoir une grande vulnérabilité au niveau des pieds. Et pour les battre, il va falloir qu'elle et son ami qui travaille dans les mines, il va falloir qu'elle trouve une manière de leur piétiner les pieds.
y compris les pieds de la reine gobelin qui a des pieds couverts de chaussures de pierre. Alors ça, c'est l'histoire en général de The Princess and the Goblin. Il y a également plusieurs histoires du folklore d'un peu partout. J'ai pas l'histoire, mais je trouve juste que le titre est intéressant. Les Gobelins du bain public, qui est un conte d'Estonie, qui a été publié en 1969. Ah ouais, je suis intriguée. Mais pas juste ça, il y a aussi des gobelins qui viennent de partout. Les gobelins d'Adachigahara au Japon, un autre conte publié à la fin des années 50. 22 gobelins, qui est une histoire hindi qui vient de l'Inde. Moi, j'avais aussi The Black Cauldron 1965, dans le fond, dans lequel les gobelins sont des méchants qui servent le Seigneur des Ténèbres ou un truc comme ça, là. Ah, c'est ça. Mais ça a été adapté en film En en film, oui, c'est vrai. 1985 par Walt Disney, un film d'animation qui est Ben, souvent pas. l'original, écrit par Lloyd Alexander, ça remonte à 1965, donc le livre. Hmm. Voilà. Mais c'est souvent une histoire. Je pense que le film, moi, je connaissais plus le film, est souvent considéré comme une des œuvres les plus sombres de Walt Disney. Souvent même épeurante, j'ai entendu Ça dire. se peut. Il y a quand même les premiers Disney qui sont pas très jojo, là. Ça vaut la peine d'ailleurs. Il y a même une série. J'avais un DVD de ça quelque part dans mes choses, que c'est les espèces de Disney interdits là, qui passeraient plus aujourd'hui parce qu'ils étaient soit trop épeurants, soit parlaient de sujets extrêmement tabous, là, soit de racisme, de sexisme et tout ça. C'est assez Ouais. impressionnant. Dont Donald Duck qui travaille dans une usine, qui rêve qu'il travaille dans une usine de bombes néo-nazis, genre nazis. En tout cas, c'est Ah, fou dans la tête. c'était pas encore Néo à C'était l'époque, là. pas C'était néo, c'est juste pleinement nazi, nazi. mais oui, c'est ça. Il y a, en tout cas, pour revenir au roman moderne, il y a The Hollow Kingdom aussi, plus près de nous, en 2003, qui est écrit par Claire B. Dunkel. Puis Hmm. c'est une histoire de gobelins, mais c'est pas juste des monstres, c'est vraiment un peuple qui ont des traditions puis des cultures. Je me suis mis sur ma wishlist de trucs à lire parce que vraiment, ça a l'air super bon. Oui, parce que là, j'ai une note ici concernant les gobelins tels qu'ils sont représentés dans le fantasy, le médiéval fantastique. C'est la quatrième race en importance dans les œuvres de Medieval Fantasy, après les elfes, les nains et les orques. Et ce, depuis Tolkien. Généralement, si on a les trois premiers, la prochaine sur la liste, ça va être les gobelins. Et dans presque toutes les représentations, et ça là-dedans, j'inclus Donjons et Dragons, j'inclus Discworld de Terry Pratchett. Même, on pourrait considérer que dans Harry Potter ou dans Spiderwick, les Chroniques de Spiderwick, ça peut être considéré comme la même chose. Ils sont presque toujours représentés comme soit maléfiques mais rusés, soit simplement super ingénieux et mal compris. Et généralement, dans un contexte de médiéval fantastique, ça va être l'espèce, le groupe qui est le plus proche d'être steampunk. Ils vont avoir des machines avec des rouages, puis qui marchent tout croche, puis avec de la vapeur. Ça, c'est généralement les gobelins tels qu'ils sont représentés aujourd'hui dans le fantasy. On peut considérer que les Schtroumpfs sont des gobelins, entre autres parce qu'ils n'arrêtent pas de jouer des tours à Gargamel, mais aussi parce qu'ils ont le profil, ils sont tout petits, ils habitent dans la forêt, ils sont très, très typés, puis ils ont tendance à avoir des idées goblinesques. C'est vrai. Tout à fait Euh, vrai. le Green Goblin et le Hobgoblin sont deux méchants dans Spider-Man. Le bouffon vert en français, c'est le méchant dans le premier film de Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Euh, et t'en as mentionné dans les films le Black Cauldron en 85, qui est l'adaptation du roman. Scooby-Doo s'est battu contre The Goblin King. J'aurais tendance à mettre dans, dans la catégorie film, c'est pas Gobelin officiellement, mais j'aurais tendance à mettre les deux films de Gremlin là-dedans. Ils sont beaucoup plus proches, parce que les Gremlins qui sont représentés dans ces deux films-là sont beaucoup plus proches de des gobelins
Oui. que de la mythologie des Gremlins à l'origine. Ça correspond à la description générique d'un gobelin aussi. Pas grand, avec des griffes, des dents, des grandes oreilles, un nez. Ils n'ont Oui, pas puis tant de nez ils n'ont pointu, pas de eux, mais nez, quand on a des même. dents. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas tant de nez. Mais quand même, le visuel fit. Oui, puis le fait de jouer des tours quasiment jusqu'à la mort, tu sais, faire des joueurs de tours compulsifs, c'est clairement dans ces deux films-là. Et Absolument. aussi, ben, je l'ai collé en début d'émission, puis là, je le ramène. Le film Labyrinthe de Jim Henson, sorti en 1986 avec Jennifer Connelly et David Bowie, qui est, comment dire, intéressant. Oh, oh! C'est, je, Parce que ce film-là, j'en garde de très, très bons souvenirs et des fois, une fois de temps en temps, je le re-regarde et je fais comme, ah ouais, ah, ça n'a pas tant bien vieilli. Ça n'a pas tant bien vieilli. C'est vrai, hein? Mais Puis ouais, moi, je pense que c'est meilleur dans mes souvenirs à chaque fois aussi, ce film-là. Mais pour l'époque, c'était tellement révolutionnaire d'aller mettre autant d'effets spéciaux, de la marionnette aussi au travers. oui, c'est C'était l'ambition de ce assez film-là a féerique, là, ouais. aucun bon sens. Les décors sont incroyables aussi, parce qu'il y a C'est beaucoup de incroyable. vrais décors. Puis des fois, je re-regarde le film encore et je me dis, ah non, c'est très bon. Mais des fois, je le re-regarde et dis, ah non, ça m'a vieilli. Puis ensuite, je le re-regarde puis là, je dis, ah non, c'est très bon. Alors, je ne sais pas comment réagir avec. Moi, j'ai tendance à laisser les effets spéciaux à leur époque, dans le sens où tout ce qui est fait par ordinateur, qui a mal vieilli, c'est normal, Oh, c'était il y le avait début un peu. zéro ordinateur Non, là-dedans, non, je je peux te sais, garantir. mais tu sais, je vais considérer les effets de l'époque dans le sens où quelle réussite d'avoir fait des décors comme Labyrinthe, tout le Oui. temps qui a dû être mis là-dedans, dans les décors, les effets spéciaux, puis aussi les détails dans la façon que c'est tourné pour que certains effets spéciaux fonctionnent. Moi, je pense que c'est un film qui peut être considéré comme un film génial qui a marqué sa génération avec ça, mais Ben, ça a certainement fait ça. Ça a certainement. Je pense que quand on le voit au bon âge, ce film-là va occuper une place dans votre cœur et dans votre playlist. Mais si après cet âge-là, c'est un peu bizarre. J'ai récemment regardé des YouTubers qui regardaient Labyrinthe, qui ne l'avaient jamais vu étant petit, puis ils se disent, mais c'est quoi le but de ce film-là? Qu'est-ce que le monde. C'est quoi la leçon que ce film-là enseigne? Pas rien. Tu sais. Mais si vous aimez l'esthétique des gobelins dans ce film-là, alors c'est la première de mes deux recommandations. ah Car j'en ai ben, deux ce ah mois-ci. C'est ben, pas juste toi qui en fais plein, c'est moi ah aussi. ah, c'est Euh, parfait, j'adore. je veux vous recommander le livre des gobelins, l'Almanach des gobelins de Brian Froud, qui est le gars qui a designé la majorité des créatures pour les films de Jim Henson. Euh, je suis un fan invétéré de l'art de ce gars-là et les petites histoires qui accompagnent les illustrations des gobelins. Euh, Entre autres, je suis pas mal sûr que j'allais déjà parler au moins une fois à l'émission, c'est pour ça que je me suis trouvé une deuxième recommandation. Mais par exemple, il va décrire chacun de ces gobelins. Par exemple, le gobelin avec le casque à grosses cornes. Ça, c'est un gobelin sportif qui joue à un sport extrêmement dangereux dans lequel les cornes sont enduites de poison. Le poison va faire que 24 heures après son inoculation, le récipiendaire du poison va perdre ses culottes. Comme quelque chose de. C'est goblinesque jusque dans la J'adore. description. C'est excellent. Wow. Alors, ça, c'est ma première recommandation. À vous. Moi, je vais aller champ gauche parce que j'ai l'impression, tu sais, on a parlé. Le Seigneur des Anneaux, je sais même plus si on l'a mentionné, On n'a mais pas mentionné le Seigneur des Anneaux. Il ça fait aurait pas de fallu le sens. faire. Ça fait pas de sens qu'on l'ait pas mentionné. Il y a beaucoup de gobelins dans cet univers-là. Ça vient à peu près toutes de là, nos représentations modernes du Ben, gobelin. Fait ouais. étant donné qu'on est en 2025, puis que moi j'ai 36 ans, puis que j'arrête pas de croiser des gens plus jeunes, je vais vous dire, si vous faites partie de la génération plus jeune que les milléniaux, puis que vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, Vous n'avez pas lu le écoutez, Seigneur des Anneaux. lu ou écoutez, mais peu importe le médium que vous préférez, parce que le film est un chef-d'œuvre également au même titre que le livre. euh, Prenez le temps d'apprécier cette œuvre-là, au moins la première. Fait que le premier livre ou le premier film, je vous donnerai ça comme recommandation parce que c'est vraiment un must, peu importe l'âge que vous avez. Et j'irai avec une recommandation festive parce que qui dit gobelin, moi je viens de la ville de Québec, et qui dit gobelin, on pense inévitablement, les gens de la ville de Québec, ou très souvent, à la Shop Goblin, qui est un restaurant médiéval
situé sur le boulevard René-Lévesque, coin Belvédère, en tout cas, pas très loin. Ça vaut vraiment le détour. Et c'est un endroit qui est une taverne médiévale à 2 étages dans laquelle les serveurs vont vous parler en joual. Il y a des ménestrels qui font jouer de la musique. La nourriture est bonne. Le menu est en joual aussi. Si vous voulez vivre une expérience immersive, médiévale, fantastique, c'est l'endroit tout indiqué et je pense que ça fait partie de nos... parce que là, en ce moment, au moment où l'émission sort, il se passe beaucoup de choses ailleurs dans le monde et je pense que c'est super important d'encourager les entreprises locales puis leur donner beaucoup d'amour. Alors, allez encourager la Shop Goblin. C'est une entreprise qui est familiale, qui existe depuis au moins une dizaine d'années, si c'est pas 15. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, vous allez avoir du fun. Puis, allez-y avec l'idée qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'exprimer fort parce que c'est un endroit extrêmement festif. Fait que si vous voulez un endroit tranquille et quiet là, pour parler dans un petit coin, ça se peut qu'un samedi soir, un vendredi soir, ce soit un peu trop pour vous. Mais je vous recommande d'aller faire un tour là-bas. Puis ils font aussi d'excellents déjeuners à volonté. Alors, vous remplir la panse tout en jasant de gobelins dans un endroit festif qui est 100% québécois de chez nous, de la ville de Québec, allez faire un petit tour à la Shop Gobeline. Et oui, et On les vous salue aurez... d'ailleurs. Je salue Blanche et Goboche, les propriétaires, ainsi que les ménestrels et les serveurs qui sont bien précieux, qu'on connaît bien. C'est un peu une deuxième maison pour la gang du cabinet mystériste aussi. On aime bien ça, aller là. On profite de leur immersion au même titre que quand ils viennent jouer chez nous, ils profitent de la nôtre. Eh oui, multipliez vos chances de voir Sabrina en personne. Euh, Hey! j'ai moi aussi une deuxième recommandation. Oh oh! Je veux encourager euh, une entreprise que j'aime énormément. C'est pas vraiment une entreprise, c'est une école. Euh, mais avant ça, j'ai besoin de faire une micro-histoire. Alors, Sabrina, savais-tu que Gobelin n'est pas seulement le nom d'une créature fantastique, c'est également un nom de famille en France. C'est le C'est nom vrai. d'une famille qui s'appelle la famille Gobelin. T'as raison. La famille Gobelin qui a vécu au 15e, 14e, 15e siècle, qui étaient des teinturiers et qui aujourd'hui, la fabrique, la teinturerie qu'ils avaient, c'est maintenant la manufacture Gobelin sur le chemin Gobelin, Hein? non seulement, non loin de la station de métro Gobelin, et à un coin de Gobelin, de cet endroit-là, il y a également l'école de l'image et du son Gobelin en France, qui est un studio où on apprend à faire de l'animation. Et à chaque année, le studio propose ses finissants sur YouTube. Et je veux vous recommander la... J'ai fait un long Wow. détour. Je veux vous Oui, recommander ben la wow. chaîne YouTube de l'école Gobelin, qui Ben est voyons. toujours pleine de trouvailles mémorables. Il y a certains des meilleurs films d'animation que j'ai vus de ma vie sur cette Wow. chaîne-là. Et je vous mets Mais le lien en bas. quelle belle recommandation, Simon. Wow, OK, je m'attendais pas à ça, vraiment. Fallu faire des détours. Ben, c'est correct, on aime ça faire des détours. Les monstres dans le placard, ça fait partie de l'aventure aussi de faire des détours. Et parlant de détours et d'aventures, pour le mois d'avril, nous allons prendre un détour de l'autre côté du monde, car nous avons un grand sujet à couvrir. Un sujet qui a commencé avec Godzilla, mais qui est devenu un genre entier qui est les kaiju, Les les monstres kaiju. énormes. Les gros monstres de ville qui pètent des buildings. J'ai tellement hâte de parler de ça. Et merci beaucoup, Simon. Et à nos auditeuristes qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous avez envie d'encourager notre podcast des monstres dans le placard, à laisser des petites réactions, des petits pouces bleus, des cœurs sur Spotify, sur YouTube. Tous les cas, ne vous gênez pas pour nous laisser des commentaires, des suggestions, des réactions, parce qu'on aime ça vous lire, on aime ça vous entendre et vous saluer en ondes également. Alors, merci beaucoup de nous encourager. On approche notre 100e épisode, pas encore, mais ça s'en vient. On met beaucoup d'amour dans ce podcast-là. Puis, Oui, d'ailleurs, à ce sujet-là, on vous encourage, comme à chaque mois, à nous envoyer vos histoires de monstres, vos histoires de surnaturels, vos folklores familiaux, vos histoires de sorcières. fantômes, ce que vous voulez là, qui sort de l'ordinaire, vous pouvez nous préciser d'être anonyme aussi si vous voulez pas qu'on vous nomme en ondes, mais on aimerait ça faire un spécial
où on raconte vos histoires à vous, puis qu'on se gâte dans le côté paranormal, vu qu'on débunk beaucoup les mythes, les légendes et qu'on parle beaucoup de science, on a envie de se laisser aller puis d'être éclaté dans les légendes québécoises et des environs, parce qu'on a quand même beaucoup de gens outre-mer qui nous écoutent. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à placard à monstre en un mot à Hmm. commercial gmail.com pour nous raconter vos histoires. Puis, ben voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission, je pense. Merci beaucoup, Simon. Et on se dit à la prochaine pleine lune!